d'abord d'excuser mon mauvais français comme d'habitude, mais aussi par la tristesse et la pétulance d'une des histoires que j'ai à vous raconter. Oui, ce sont des histoires, des contes, parce que je ne suis pas académique, je suis romancière et traductrice. Je suis plutôt technicien linguistique que fan de grandes idées. Alors, si vous espérez entendre de belles idées intellectuelles, je crains que vous ne partiez déçus. Raconter des histoires, c'est ce que je sais faire. Et ce que j'aime faire, alors des histoires, c'est ce que vous allez entendre. Ainsi, j'ai deux contes très divers à vous offrir aujourd'hui. J'ai une histoire assez amusante pour vous. Et j'ai aussi une histoire qui n'est pas des plus encourageantes. Je voudrais bien vous apporter des nouvelles très heureuses de la réception de ma nouvelle traduction de Dans le ciel d'Octave Mirbeau pour le public états-unisien. Comme nous avons bien appris au cours de ce colloque, l'histoire de la réception d'Octave Mirbeau dans le Nouveau Monde est parsemée de points clairs. Et évidemment, il y a encore des traducteurs et traductrices comme moi qui travaillent pour diffuser ces œuvres là-bas. Malheureusement, bien que le Nouveau Monde commence à vieillir, il ne passe pas quand même ses fins de semaine en pantoufles à lire de la littérature. Plutôt, le Nouveau Monde passe son Moyen-Âge à regarder les reality stars à la télé. Je ne sais pas parler pour les Canadiens, mais quant aux Nord-Américains du Sud, les États-Unisiens, malheureusement, on ne lit pas beaucoup de littérature de nos jours, soit américain, soit européen, soit quoi que ce soit. Plus tard, je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas. Mais d'abord, avant de vous déprimer, je vais vous raconter mon histoire amusante et qui finit bien. Profitez de cette histoire alors parce que la suite ne va pas faire rire. Alors, le livre d'Octave Mirbeau que j'ai traduit en anglais est Dans le ciel ou In the Sky. En anglais, c'est une traduction fidèle. C'est un roman dont les deux personnages principaux sont des jeunes peintres qui apprennent leur métier pendant qu'ils perdent d'une façon spectaculaire leur santé mentale. Je ne peux pas penser à ce livre sans songer aux similarités que Mirbeau, jeune journaliste et écrivain, devait avoir ressenties entre l'apprentissage de son propre métier et celui de ses amis, les peintres impressionnistes, qui lui servaient de modèle dans le roman. Quand un jeune peintre commence à apprendre son métier, il a deux choix. Numéro 1, il peut se prendre pour un génie, unique dans l'histoire du monde. Ce genre de prodige va tâcher d'apprendre son art toute seule. Il tente à redécouvrir tous les secrets de la perspective, des couleurs et de la mise en scène que les artistes des siècles passés avaient appris avant sa naissance. Bien sûr qu'il sait bien mieux que le Titien comment placer la tête d'un homme dans l'espace. Deuxième choix pour les jeunes artistes du deuxième rang, on peut s'installer au Louvre ou au Art Institute chez moi et on peut commencer à copier à la main les œuvres des maîtres morts. Cela semble très ennuyeux au début, très ennuyeux et sans beaucoup de gloire. Enfin, disons sans aucune gloire. Mais bientôt, cela devient plutôt hypnotique, plus intéressant au niveau de la technique et puis fascinant au niveau de l'architecture de l'œuvre. Et enfin, après avoir copié à la main 10 000 coups de brosse, le jeune travailleur commence à voir plusieurs choses. D'abord, qu'il y a 10 000 fois plus de génie derrière une œuvre de génie que le jeune artiste n'y avait jamais songé au premier regard. Une jeune personne voit un Delacroix une jeune personne voit un Delacroix au Louvre et il se dit « Bien, c'est bien, mais je peux faire mieux ». Mais s'il commence à reproduire le toile à la main, par contre, il voit très bien les difficultés qui se cachent derrière les œuvres. Il voit avec une certaine horreur combien de choses qu'il a à apprendre avant de faire ne serait-ce qu'une toile passable d'apprenti.
Ne parlons pas des chefs-d'œuvre. C'est là qu'il apprend la plus horrible de toutes les leçons. C'est que son métier choisi est beaucoup, beaucoup trop dur pour lui. Bon pour qui que ce soit, mais qu'il est déjà trop tard pour devenir chirurgien ou plombier. Jeune fille, je voulais être romancière. Je ne le savais pas dans ma jeunesse égoïste, mais les romanciers aussi doivent faire le même choix que les peintres pour apprendre leur métier. Il ne me serait jamais venu à l'esprit l'idée de réécrire une grande œuvre juste pour faire mon apprentissage. Mais en tout cas, si vous m'aviez laissé le choix, certes, je m'aurais considéré inconsciemment comme un numéro un génie. Au fond, je supposais que j'allais refaire l'histoire de l'écriture moi-même. Mais heureusement, grâce à une sorte de rencontre fortuite, et tout à fait par accident, j'ai fait le deuxième choix. Grâce à un auteur quasiment inconnu à l'époque dans mon pays d'Amérique, et grâce à une œuvre presque perdue, même en France, j'ai fait partie du deuxième groupe de ceux qui apprennent en faisant une reproduction à la main ou coupe par pénible coup. Et ma propre œuvre et ma vie en ont toujours été bien plus riches. L'histoire de la première édition anglaise de Dans le ciel d'Octave Mirbeau est pourtant longue et pleine de périls, périls dont le pire était le risque qu'il ne paraisse avant que sa traductrice, c'est-à-dire moi, n'ait appris à bien écrire dans la langue anglaise. L'histoire commence vers 1995 ou 16 à Madison, Wisconsin, à l'extrême nord des États-Unis, le plus grand des pays anglophones du monde, une région où, grâce à la proximité de Montréal, pas mal de lycées comme le mien enseignaient la langue française. Apprendre les langues me procure du plaisir plus que tout au monde, alors je pouvais lire cette langue un peu, mais pas vraiment au niveau exigé par le travail de traduction. J'étais une étrangère de 20 ans et je connaissais à peine ma langue maternelle. Mais de cela, je ne me rendais pas du tout compte. On dit en anglais que la jeunesse est gaspillée par les jeunes, et dans mon cas, c'était particulièrement vrai. Je tâchais d'écrire mon premier roman sur une vieille machine à écrire, bien sûr que j'avais ramassé dans une poubelle derrière une école, parce que les génies, ça ne tape pas sur les machines modernes. Au cours de la correspondance échangée avec d'autres génotaires en herbe, j'ai rencontré un historien anarchiste de Philadelphie du nom de Bob Helms. Bob m'a fait connaître l'auteur Octave Mirbeau, dont le roman Perdu dans le ciel était le modèle oublié des existentialistes, quelques 30 ou 40 ans avant la lettre. J'aimais bien Camus, était une adepte de la musique goth de Skinny Puppy et Bauhaus depuis le lycée, et j'ai tout de suite reconnu le lien entre le fameux L'étranger et ce livre si peu connu. Il venait d'être sauvé de l'obscurité totale par les efforts de Pierre Michel, le premier expert et avocat mondial mirabilien que nous sommes tous fiers de connaître et que Bob Helms connaissait. Et c'est à travers lui, sans l'aide de l'Internet, ce qui m'étonne maintenant, parce que évidemment c'était possible dans ce siècle déjà lointain de faire des amis sans Internet, c'est incroyable. Mais j'ai fait la connaissance de cet excellent seigneur à coup sûr à travers cette antique institution qu'on appelait la Poste. Je vous ai dit que c'était une longue histoire. Entre les deux, ils m'ont convaincu que ce serait un travail digne de faire paraître ce livre en anglais. J'ai accepté avec plaisir, ne sachant pas que je n'étais pas encore digne de ce travail. Il y a 3 choses importantes que je ne savais pas encore. D'abord, qu'une bonne traduction doit être écrite par un écrivain qualifié et accompli. C'est préférable un auteur de fiction puisqu'il faut se mettre dans la peau de l'auteur que l'on traduit, emprunter sa voix et la faire parler naturellement dans sa nouvelle langue. Mirbeau devait être un personnage que je jouais. La deuxième chose, malgré le fait que j'ai écrivé un très gothique roman sur mon Underwood, je n'étais en aucune façon une écrivaine qualifiée.
Les années d'apprentissage étaient toutes devant moi. La troisième chose, c'est que je ne savais même pas vraiment lire, surtout en français. C'est Aristote, je crois, qui a dit que plus vous savez, et plus vous savez que vous ne savez pas. Alors, ne sachant rien, je n'étais pas encore digne de ce travail, et c'est seulement maintenant, après sa publication, quand je peux feuilleter In the Sky et voir ses multiples fautes, que je ne sais pas si j'en serai jamais digne. Pourtant, j'avais la bonne fortune à l'époque de me croire digne. Alors, je me suis mise à traduire avec un crayon, des cahiers et un dictionnaire Petit Larousse, nom qui m'a toujours embrouillé parce que c'est un livre extrêmement lourd à porter par une jeune femme. Alors, je ne veux jamais voir le grand Larousse. C'était toute une éducation dans les deux langues. Je ne savais pas écrire, mais j'ai ainsi pratiqué l'art de la manipulation des mots pour produire un effet précis. L'acte d'intérioriser ce que les mots signifiaient en français, afin de pouvoir les refaire en anglais, m'a donné toute une éducation et m'a permis de comprendre les effets que les mots peuvent avoir les uns sur les autres. J'ai appris, par exemple, que même si le dictionnaire bilingue me dit que le mot digne en français signifie dignified, en anglais, logique, n'est-ce pas? Dans une phrase, le sens du mot peut être plus près de worthy. Il ne suffit pas d'aller chercher des mots dans un dictionnaire et de rédiger les trouvailles mot à mot dans l'ordre propre à la syntaxe de la langue française, de la langue dans laquelle on traduit, ni, ce qui serait encore pire, d'utiliser le même syntaxe qu'en français, avec pour résultat une cacophonie franglaise qui déshonore l'auteur originel. Les mots changent de couleur quand ils changent de voisin, mais avant de tenter la traduction de Mirbeau à ma façon maladroite, je n'en étais pas consciente. Mirbeau m'a appris plus sur les subtilités de ma propre langue que je n'aurais pu en acquérir en 20 ans de cours d'écriture. De même que les étudiants en peinture apprennent en faisant une reproduction d'un Renoir, j'ai appris en faisant une reproduction de Mirbeau. Pardon. Mais ce n'était pas facile non plus. Et Bob Helms, l'anarchiste de Philadelphie, s'impatientait. Même quand vous êtes assez jeune pour croire que vous savez tout, traduire prend énormément du temps. J'ai rédigé ma traduction à la main, page par page, et puis j'ai utilisé encore cette poste pour l'envoyer, chapitre par chapitre, à Bob Helms, qui vivait sur la côte est de mon pays. J'en étais énormément fière et j'imaginais que la publication de ce chef-d'œuvre de traduction ouvrirait toutes les portes de l'industrie littéraire de New York et de Paris devant mes pieds. Il n'a jamais vu le jour. Je ne suis pas du tout sûre de ce qui est passé une fois que les chapitres avaient été confiés à la poste et expédiés à Philadelphie. C'est un mystère total. J'ai attendu la publication de ma traduction jusqu'à ce que j'ai fini par oublier que j'attendais. J'ai perdu contact avec Bob pendant plusieurs années. Il a disparu. Encore une fois, c'était avant Internet, avant l'âge AI. Mais ce n'était pas pour rien. Au début du projet Mirbeau, je pensais que mon roman que j'écrivais était très bien. Après avoir reproduit coup de pinceau par coup de pinceau le travail du maître, j'ai compris que mon roman était la pire des ordures qui ait jamais été écrite. Reproduire Mirbeau m'a appris que je devais apprendre à écrire avant de m'appeler romancière. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon véritable apprentissage d'écrivain, en travaillant comme rédactrice de preuves, journaliste, rédactrice, et enfin romancière pour de vrai en 2011.
une quinzaine d'années sont passées ainsi. Et enfin, vers 2012, c'est Pierre Michel qui a retrouvé le manuscrit de ma traduction en Nouvelle-Zélande. Pourquoi elle avait fini là-bas, je n'en ai aucune idée. C'est un des grands mystères littéraires de notre âge. Pierre Michel a tâché de me contacter, mais en vrai ludite j'étais presque aussi difficile à trouver que Bob Helms. Et il tout de même a réussi à me contacter avec la bonne nouvelle que ma traduction de Dans le ciel avait été retrouvée et que Claire Nettleton, en le dactylographiant, avait transformé les pages sales et abîmées de mon manuscrit, écrit à la main, en un fichier électronique. Du coup, on a parlé de recommencer le projet de publier In the Sky en anglais. Cette fois, la publication serait bien plus facile grâce à Amazon. J'attendais avec une impatience heureuse de voir le fichier. Et puis, je l'ai vu. C'était incroyablement mauvais. Je savais beaucoup mieux écrire quand je suis arrivée à la fin de ma première tentative pour traduire Mirbeau qu'au début. C'est vrai, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Ma première réaction en voyant ce fichier a été un dégoût nauséabond de moi-même, d'une profondeur telle que seuls les politiciens et les assassins doivent en souffrir. Un dégoût enfin presque digne des personnages de Mirbeau eux-mêmes. Ma deuxième réaction a été un soulagement profond à la pensée que cette atrocité n'avait jamais vu le jour. Mauvais pour mon ego, certes, mais une très bonne chose pour la réputation mondiale de notre auteur. Un moment dans ma jeunesse, j'avais été déçue et vexée de ne pas le voir publié, et cela aurait peut-être avancé plus vite ma carrière de romancière et traductrice, mais au prix de publier un livre qui n'était pas celui que Mirbeau avait écrit il y a un siècle et 25 ans maintenant. Ce n'était pas Mirbeau qui parlait dans ces pages enfin, c'était moi. Et pire, c'était un moi qui ne savait pas encore s'exprimer. J'ai alors recommencé la traduction à partir de zéro, et c'est ainsi que, pour la deuxième fois, Mirbeau m'a appris à écrire. Mais même après toutes ces années d'apprentissage en anglais, comme rédactrice d'épreuves, journaliste, professeure, blogueuse et 1000 autres apprentissages plus ou moins odieux, Mirbeau avait encore pas mal de leçons à m'enseigner. En refaisant ma version de Dans le ciel, j'ai remarqué que même si l'on arrive à traduire le français de Mirbeau dans un anglais aussi limpide, clair et subtil que les mots de l'auteur, on se trouve toujours quand même devant une œuvre du XIXe siècle. Ce qui est très bien si vous voulez attirer les lecteurs anglophones du XIXe siècle, mais ils sont malheureusement morts. On ne traduit pas les livres pour s'amuser, pas non plus pour la seule dégustation des spécialistes du 19e, et surtout pas pour les morts. Nous voulons trouver de nouveaux lecteurs du 21e siècle pour rendre à l'auteur son rang mérité dans l'histoire littéraire. Je n'avais pas pensé à ce problème, mais le voilà. Comment allais-je rédiger Mirbeau pour les personnes du 21e siècle, quelle que soit leur nationalité ou langue maternelle? Il semblait y avoir des choses qui allaient paraître bizarres, quoi qu'on fasse. Et si vous ne vous en rendez pas compte, si vous traduisez d'une façon robotique, c'est l'équivalent d'écrire une traduction anglaise avec la syntaxe du français inchangé. Ça sent faux et bizarre et personne ne veut le lire. Pour prendre juste un exemple, quasiment jamais dans les livres de Mirbeau, vous ne verrez un gros mot. Ce sont des scènes de la vie de bohème, ce sont des artistes, ce sont des ivrognes et des fous, mais personne ne dit jamais merde. Même en voyant mourir leur meilleur ami. Il y a une fois qu'on dit merde. Dans un roman français ou anglais du XXIe siècle, si les personnages ne heurtent pas 10 jours par page, l'auteur est traité de sale bourgeois, qui ne connaît pas la vraie vie de la rue. Ça me fait chier, ces écrivains académiques, etc. En fait, il nous semble bizarre qu'un personnage atteint d'une émotion bouleversante
parle poliment de ses sentiments. Et puis les paragraphes de Mirbeau sont longs, très longs, plusieurs pages de longueur. Et il était journaliste quand même, un métier connu par sa brièveté. Pour des gens modernes, un paragraphe de journal qui dure plus de 100 mots nous semble être impossible à lire. Par contre, la plupart des paragraphes de Mirbeau sont plus longs qu'un article moyen dans le monde de New York Times d'aujourd'hui. Traduire le 19e au 21e, c'est presque plus difficile que de traduire le français en anglais. Encore une fois, comme écrivain, je n'avais pas beaucoup songé à ces espèces de problèmes de texte, et j'ai donc beaucoup appris. La seule solution, c'était de prendre chaque phrase, chaque paragraphe au cas par cas, et de rester le plus fidèle possible aux mots précis de l'auteur et à la tonalité du texte tel qu'il a voulu, tout en essayant de tenir compte du décalage temporel entre l'auteur de la fin du 19e siècle et le lecteur du 21e, ce qui oblige à chercher des équivalentes. Enfin, la première édition de In the Sky a finalement vu le jour en 2014 grâce à une petite maison du sud des États-Unis, Nine Banded Books, qui a publié mon deuxième roman aussi, Nusquam. Ça veut dire nulle part en latin. Je ne peux pas feuilleter In the Sky sans voir mes erreurs, mais aussi je ne peux pas le regarder sans penser à toute ma vie d'écrivaine. Je ne peux que penser à tout ce que Mirbeau m'a enseigné, sans le savoir. Le roman lui-même est une brillante histoire de l'apprentissage et de la folie des jeunes artistes inconnus, ce qui me fait sourire. Mirbeau lui-même, sans y songer, allait gérer l'apprentissage d'une inconnue, d'une étrangère née des décennies après sa mort. La fortune littéraire est bien étrange. Mais malheureusement, et c'est là où commence ma deuxième histoire, celle qui est triste et pleine de pitié pour soi, je suis encore inconnue dans tous les sens du bon. Et je suis probablement condamnée à l'être en perpétuité, quoi que j'écrive. C'est vraiment difficile à expliquer aux Européens, car vous vous plaignez peut-être vous-même des bêtises que le public regarde à la télé. Les gens d'esprit parlent de la difficulté que les auteurs débutants rencontrent face aux auteurs célèbres et la difficulté d'y trouver une entrée. Mais au moins, vous avez des auteurs célèbres. Bon, nous avons des Norman Mailer, mais il est à peu près mort. Après lui, il n'y a que des diaristes. En Europe, bien, vous avez les people, mais il y a aussi une culture littéraire et des institutions qui soutiennent les auteurs, même les débutants et les inconnus, afin qu'ils puissent être entendus et jugés par le public. Chez nous, les grandes revues littéraires, je mets grandes entre guillemets, et les quelques pages des journaux qui sont dédiés aux auteurs, dont tous sont déjà connus, ne sont lus que par les enfants des grands bourgeois très prétentieux mais peu intellectuels, parce que ce sont les gens qui les rédigent. Et en les écrivant, ils ne pensent qu'à l'air semblable. Pour le public des classes sociales ordinaires, des gens qui travaillent, qui ont des soucis d'argent, qui ne sont pas nés dans les beaux quartiers de New York, il n'y a pas d'intérêt dans les écrits littéraires qui sont offerts au public. Après une génération de telles distorsions, ou pour ainsi dire de détournements, la littérature aux États-Unis est devenue synonyme de les pensées d'une jeune personne de 25 ans de classe grande bourgeoise. Quand je lui offre Mirbeau comme auteur français littéraire, le lecteur ordinaire en Amérique croit qu'il va être soumis au journal d'une femme de Chanel au lieu de celui d'une femme de chambre. Est-ce que je peux en vouloir au public? Ces literati, comme on dit de ces auteurs, ne parlent que d'une expérience très spéciale, très difficile à apprécier pour les gens de classe sociale ordinaire, et en prime, ils la traitent d'une façon superficielle et franchement très ennuyeuse. Leur histoire ne raconte que l'ennui qu'ils éprouvent pendant leur période immense de temps libre. Des périodes immenses de temps libre, elles sont immenses surtout par rapport à la plupart des Américains qui travaillent toute l'année avec
peut-être 2 semaines de vacances s'ils ont de la chance. En fait, il n'est pas juste de blâmer le public américain pour cette impopularité de la littérature en Amérique. Ceux qui ont le privilège de contrôler le peu de culture littéraire, le peu d'institutions qui existaient dans notre pays il y a 20 ou 30 ans, ils les ont étranglés. Ils les ont étranglés par leur népotisme, par leur copinage, surtout par leur copinage, par leur politiquement correct et par leur snobisme irrécupérable. Ils ont tué la passion qui a bien existé en Amérique dans les ères d'Edith Wharton et de Hemingway, pour notre culture littéraire et pour la vie de l'esprit. Est-ce qu'il est probable que ce genre d'écrivain ou de rédacteur soit très impatient à m'aider à faire entendre les histoires d'Octave Mirbeau? Nous avons beau taper nos têtes contre les murs, Bob et Anita et Claire et moi. Mystérieusement, l'établissement littéraire aux États-Unis ne saute pas sur l'occasion de nous aider à promouvoir l'œuvre d'un anarchiste qui détestait les hypocrites. Je n'aurais pas dû espérer, en effet. Bien sûr, pour les classes ordinaires, il y a auto-édition sur Amazon et autopromotion sur le Twitter. Le résultat est un pêle-mêle ou un marché aux puces où tout le monde peut se publier et se déclarer auteur. Idée séduisante, peut-être au début, mais en praxis, ceux qui hurlent le plus fort sur les médias sociaux sont entendus et lus. C'est les histoires les plus simples, les plus sexy, les plus faciles à résumer dans les 140 caractères d'un tweet sont poussées vers le haut de la grande cuvette d'imbécilité que sont les médias sociaux. Comment est-ce qu'on peut résumer dans les 140 caractères d'un tweet le génie unique, triste et insaisissable de Dans le ciel? Des fois, un bon auteur trouve une petite brèche, mais le système favorise les médiocres. Et comme vous savez, Mirbeau ne savait pas être médiocre. Les gens qui écrivent les textes les plus intenses ne sont pas des animaux sociaux. Les médias sociaux favorisent ceux qui ne sont pas faits pour le travail solitaire et concentré qu'exigent les romans classiques ou bien les toiles. Et en fait, les exigences des médias sociaux dépourvoient les artistes de leur force de concentration. Figurez-vous les peintres qui sont représentés par Mirbeau dans le ciel, vivant au XXIe siècle, d'abord poussés par la nécessité de passer leur air libre sur Facebook, et enfin tentés à y demeurer trop longtemps, attirés par les qualités addictives que les médias sociaux sont conçus pour avoir. C'est du temps que l'artiste devait dévouer au travail, mais s'y exposer est maintenant devenu nécessaire pour les artistes qui ne bénéficient d'aucun soutien institutionnel. Alors, est-ce que ces mots ne trahissent pas d'un peu de pitié pour moi-même? Mais si. Il faudrait être une sainte pour passer son pitié de soi des décennies à faire de l'apprentissage afin de produire du travail qui n'est même pas rejeté par le public, qui n'est jamais jugé, qui n'est jamais entendu. Et je ne suis pas une sainte, comme vous savez. Oui, c'est tout à fait possible que je suis peut-être toujours une écrivaine nulle et sans intérêt. C'est absolument possible. Mais je peux te dire avec sincérité que personne ne le dit jamais. Soit les lecteurs trouvent mes personnages inoubliables, si difficiles qu'ils soient. Enfin, je suis très influencée par Mirbeau, alors les personnages inoffensifs, ce n'est pas devenu mon point fort. Soit ils n'ont jamais entendu mon nom, soit ils ne veulent pas essayer les romans d'une inconnue. Les portes de la culture littéraire en Amérique se ferment sur le nez de la grande majorité des personnes de classe sociale ordinaire, même quand elles sont accompagnées d'un grand écrivain du passé. Alors, je vous prie enfin de m'excuser une troisième fois. Je suis désolée d'avoir divagué tellement dans mes bêtes noires personnelles et institutionnelles. Au moins, je vous ai épargné mes idées sur la
télé comme média nouvelle de la littérature, qui est même moins démocratique que la littérature, mais c'est un autre sujet. Mais tout cela, c'est ma façon indirecte de m'excuser du fait que je n'ai pas de très bonnes nouvelles sur le sort et la réception de Dans le ciel dans le Nouveau Monde. Mais il ne faut pas que les amateurs de Mirbeau le prennent au titre personnel. J'espère vous avoir fait comprendre que ce n'est pas une faute de l'auteur, c'est une fonction de l'état de l'industrie de la littérature en Amérique. Il n'y a plus de terre neutre entre les best-sellers idiots pour les masses et les diaristes de loisirs qui ne regardent que leur nombril, entre la culture des people et l'obscurité totale. Bien que je fasse mon possible pour lui, je suis une mauvaise avocate pour Mirbeau parce que je suis une avocate inconnue. Voici enfin l'intrigue et le nœud de ma triste histoire. Quand nous cherchions une maison d'édition anglophone pour Dans le ciel, Pierre, Bob, Claire et moi avons vécu un moment d'espoir. Une certaine maison d'édition, celle-ci beaucoup plus grande et de très grande que celle qu'il a publiée enfin, et de très bonne réputation, a brièvement considéré la possibilité de publier la traduction anglaise de Dans le ciel. Mais après avoir passé 30 secondes à y penser, la maison a décidé que les risques financiers de publier le livre seraient trop grands. Je pense que Mirbeau aurait amèrement souri. Oui, les affaires sont toujours les affaires, et la maison a jugé que Mirbeau n'était pas assez important, c'est-à-dire il n'était pas assez facile à vendre pour qu'ils endossent ce risque. J'admettrai la possibilité que je sois une romancière qui ne sera jamais importante, mais Mirbeau, il n'a pas, comme Pierre Michel a dit mercredi, fait autant d'argent que Zola, c'est vrai, mais il a fait ses épreuves. En fait, on n'a jamais eu plus besoin d'un tel anarchiste misanthrope qu'en ce moment-ci. Monsieur Michel a donné un très touchant propos à ce sujet il y a un mois en Andalousie, à Grenade. Mais enfin, la traduction anglaise de Dans le ciel a reçu même moins de notices aux États-Unis que mes propres romans. C'est des écrivains tels que Lena Dunham, une jeune et riche New-Yorkaise qui est devenue la voix de sa génération aux États-Unis sans écrire un seul livre, en n'écrivant que pour la télé, en ne produisant que l'épouvantable hommage à elle-même qu'on appelle Girls. Si elle voulait prendre en main la cause de Mirbeau, il serait lu par des millions. Mais une telle personne ne le ferait jamais. Ce genre d'écrivains tels que Lena Dunham vendent les messages positifs au public, un peu comme Victor Hugo, mais beaucoup plus ennuyeux. Mirbeau n'est pas un écrivain qui diffuse des messages positifs, si vous ne comptez pas comme positif le plaisir de dire et d'entendre la vérité. Comme Pierre Michel a résumé hier, Mirbeau ne s'est jamais donné comme modèle. Et dans le monde des stars, là où il y a des horaires qui se cachent derrière de beaux mots, du harcèlement sexuel et l'abus des enfants, et je ne veux pas savoir quoi d'autre. Un tel écrivain ne sera jamais encouragé. Il est trop il est trop franc. Et la franchise est le seul péché qu'on n'excuse jamais. Mais nous qui aimons cet auteur à l'outre-mer, nous faisons ce qu'on peut. J'explique à tous qui veulent entendre que si vous aimez Camus, voici l'esprit qui l'a précédé. Et les gens d'esprit aux États-Unis et au Canada que j'ai réussi à introduire à cet auteur le trouvent en fait inoubliable. Triste mais bon à lire, facile à comprendre mais pas facile à digérer. Il y en a en Amérique du Nord, des Canadiens aussi, qui ont été profondément touchés par Dans le ciel. Voilà, c'est mon message positif et à des lecteurs. Ce n'est pas une bande nombreuse, mais Mirbeau nous voici. Merci.